Le 12 février 1993 commença comme un jour ordinaire dans le centre commercial Strand à Bootle, Liverpool. Denise Bulger, mère du petit James, âgé de seulement 2 ans, décida de faire quelques courses avec une amie. Dans un moment d'inattention, alors qu'elle payait ses achats à la boucherie, Denise lâcha la main de James pendant moins d'1 minute. Quand elle regarda à nouveau vers le bas, son fils avait disparu. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette brève distraction aboutirait à l'un des crimes les plus choquants de l'histoire du Royaume-Uni. James Patrick Bulger, né le 16 mars 1990, un garçon décrit comme aimant, sociable et plein de vie, avait été enlevé par 2 garçons âgés de seulement 10 ans, Robert Thompson et John Venable. Les caméras de sécurité du centre commercial ont capturé le moment où les 2 garçons ont emmené James par la main hors du centre commercial. Ce qui a suivi dans les heures suivantes fut un acte de cruauté incompréhensible qui a choqué non seulement Liverpool, mais le monde entier. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Dès que Denise s'aperçut de la disparition de James, le désespoir s'empara d'elle. Elle commença à chercher frénétiquement dans le centre commercial, tandis que l'administration du lieu fit une annonce demandant des informations sur l'endroit où se trouvait le garçon. Comme aucune information n'émergeait, la police fut appelée. L'agent de sécurité du centre commercial Strand organisa immédiatement des recherches sur les lieux. Denise décrivit James comme un petit garçon portant un manteau bleu, un pantalon gris et une chemise. La police fut appelée environ 40 minutes après la disparition. Et à ce moment-là, le protocole pour les enfants perdus fut activé. Initialement, la principale préoccupation des enquêteurs était la possibilité que James soit sorti seul du centre commercial et se trouve près du canal dans les environs, ce qui représenterait un danger réel pour un si petit garçon. La police commença à fouiller les magasins voisins, les zones de déchets et les régions proches, espérant trouver le garçon en sécurité. Denise fut emmenée au poste de police local, où elle resta pendant que les recherches continuaient. Pendant cette période, les policiers lui montraient des chaussures trouvées dans les environs, dans l'espoir qu'elles appartiennent à James, mais aucune n'était à lui. Le premier indice réel surgit lorsque l'équipe de sécurité du centre commercial analysa les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. Les images montraient James étant emmené par la main par 2 garçons hors du centre commercial. La qualité des images n'était pas bonne, mais elle était suffisante pour que Denise identifie son fils par les vêtements qu'il portait. Le détective Albert Kirby, qui dirigeait l'enquête, estima initialement que les garçons qui apparaissaient sur les images avaient entre 14 et 15 ans. Les images montraient James étant emmené par la main, sortant par la porte du centre commercial à 15h42, seulement 2 minutes après avoir disparu du côté de sa mère. La découverte de ces images transforma complètement la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus d'un enfant perdu, mais d'un enlèvement délibéré. Malgré la gravité de la situation, il y avait un certain soulagement que James ait été emmené par des jeunes et non par un adulte, ce qui suggérait une plus grande possibilité qu'il soit en sécurité. Les images de vidéosurveillance furent diffusées publiquement dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse les garçons. Denise fit un appel émouvant à la télévision, implorant le retour en sécurité de son fils. Elle exprima son espoir que les garçons puissent simplement prendre soin de James, peut-être désireux d'avoir un petit frère. Au fur et à mesure que les heures passaient, la recherche s'intensifiait. Toute la police de Liverpool était impliquée dans l'affaire, et les autorités suivaient chaque piste possible. L'une des premières théories était que les garçons pourraient avoir emmené James comme une farce, sans intention réellement malveillante. Le lendemain, les recherches continuaient, sans résultat. Les listes d'absence scolaires de ce jour-là furent vérifiées, dans une tentative d'identifier des jeunes qui pourraient correspondre au profil des garçons vus dans la vidéo. Un point critique dans l'enquête fut la découverte d'enregistrements supplémentaires d'une caméra de l'entreprise Amec, qui montrait James avec les 2 garçons marchant dans une zone proche. Cette preuve fournit aux enquêteurs une meilleure notion de l'itinéraire qu'ils avaient emprunté après avoir quitté le centre commercial.
2 jours après la disparition, la pire nouvelle possible arriva. Le corps de James fut retrouvé l'après-midi du dimanche 14 février par un groupe d'enfants qui jouaient près de la voie ferrée à Walton, à environ 3 km du centre commercial Strand. Son corps avait été placé sur les rails et ultérieurement heurté par un train, mais l'autopsie révéla qu'il était déjà mort avant cela, victime de multiples coups à la tête. Lorsque Denise fut informée, elle se fondra en larmes. L'agent de police Mandy Waller, qui accompagnait Denise à ce moment-là, décrivit avoir entendu un cri terrible et puis elle s'est simplement brisée en elle-même. Pour Denise, le monde s'était effondré. Je me suis simplement sentie seule. J'étais une mère sans enfant. La nouvelle choqua toute la communauté de Liverpool. L'idée qu'un crime aussi horrible puisse avoir été commis contre un si petit enfant était presque incompréhensible. Le fait que les suspects soient également des enfants rendait tout encore plus troublant. L'enquête s'était maintenant transformée en une chasse aux meurtriers. La police commença à interroger des dizaines de jeunes entre 10 et 18 ans qui avaient des antécédents de comportements violents. Plus de 60 adolescents furent questionnés, mais aucune piste concrète n'émergea. Le tournant arriva lorsqu'une femme contacta la police de Walton Lane. Elle avait vu les images à la télévision et reconnu l'un des garçons comme étant John Venables, qui vivait près de chez elle. Elle mentionna que John avait manqué l'école le vendredi et était avec un autre garçon de la même école, Robert Thompson. De façon notable, elle observa que John était rentré chez lui ce jour-là avec des taches de peinture bleue sur sa veste, un détail pertinent, car de la peinture bleue fut trouvée sur les lieux du crime. Le détective Phil Roberts fut désigné pour enquêter sur Robert Thompson, tandis qu'une autre équipe aborda John Venables. Ce qui choqua le plus les enquêteurs fut de découvrir que les garçons qu'ils recherchaient n'étaient pas des adolescents, comme initialement pensé, mais des enfants de seulement 10 ans. Thompson et Venable furent arrêtés séparément à leur domicile et emmenés dans des postes de police différents pour interrogatoire. Les officiers décrivirent leur choc en se rendant compte de la jeunesse des suspects. Le détective Roberts rapporta qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un garçon de 10 ans puisse causer tant de souffrance, tandis que l'officier qui interrogea Venable fut impressionné par son petit visage angélique. Les enregistrements des interrogatoires révèlent le comportement déconcertant des 2 garçons. Lors des premiers entretiens, tous 2 nièrent toute implication. Thompson admit être dans la zone, mais blâma Venables pour toutes les actions, affirmant qu'il avait demandé à son ami de rendre le bébé. Venable, quant à lui, nia initialement avoir même été dans le centre commercial ce jour-là. Le moment décisif arriva lorsque la police informa Venables que Thompson avait admis que tous 2 étaient avec James. Venable commença à pleurer, embrassant sa mère et les policiers, criant à plusieurs reprises « Je ne l'ai jamais tué ». Sa négation véhémente, cependant, commença à s'effondrer lorsqu'il fut confronté à des preuves physiques, incluant ses empreintes digitales trouvées dans un magasin près du centre commercial. Finalement, Venable fit les premières admissions, disant entre les larmes « J'aille tuer le bébé, je suis vraiment désolé. Pouvez-vous dire à sa mère que je suis désolé ?» Thompson, cependant, continua à nier son implication directe, essayant de mettre toute la faute sur Venable. À travers les interrogatoires et les preuves physiques, les enquêteurs réussirent à reconstruire ce qui s'était passé ce jour fatidique. Thompson et Venable avaient séché les cours et étaient dans le centre commercial Strand quand ils virent James. L'enlèvement n'était pas planifié, c'était un acte impulsif. Plus tard, on découvrit qu'il avait tenté d'enlever un autre enfant la veille, mais en avait été empêché par la mère. Après avoir emmené James hors du centre commercial, les garçons le conduisirent dans une marche d'environ 3 km jusqu'à la voie ferrée à Walton. Durant ce trajet, il fut revu par plus de 30 personnes. Certaines allèrent jusqu'à demander pourquoi l'enfant pleurait et saignait, mais les garçons avaient une histoire prête. Ils dirent qu'ils avaient trouvé James perdu et essayaient de l'emmener au poste de police le plus proche ou qu'il était le petit frère de l'un d'eux. Le plan initial des garçons, selon leur confession ultérieure, était de pousser James devant une voiture pour faire paraître un accident.
Quand cela ne fonctionna pas, ils tentèrent de le noyer dans un canal proche, mais également sans succès. Ce qui suivit dans les dernières heures de la vie de James fut un acte de cruauté extrême. Les deux garçons torturèrent le petit James de manière brutale. Ils le battirent avec des briques et une barre de fer, jetèrent de la peinture dans ses yeux et lui infligèrent diverses autres blessures. La cause officielle du décès fut déterminée comme un traumatisme crânien résultant de multiples coups. Après le meurtre, ils placèrent le corps sur les rails du chemin de fer, espérant qu'un train passerait et ferait paraître que la mort avait été accidentelle. En effet, le corps fut ultérieurement heurté par un train, étant coupé en deux. Pour comprendre comment deux enfants pourraient commettre un crime aussi brutal, il est important d'analyser leurs antécédents familiaux, marqués par négligence, abus et instabilité. Robert Thompson était le 5e de 7 enfants. Son père abandonna la famille quand il avait environ 6 ans, laissant la mère, Anne, seule pour élever tous les enfants avec des ressources extrêmement limitées. Après le départ du père, Anne devint alcoolique, et les besoins émotionnels et physiques des enfants étaient rarement satisfaits de manière adéquate. La dynamique dans la maison des Thompson était chaotique et violente, avec les frères, aînés agressant souvent les plus jeunes. À peine 7 semaines après que le père eut quitté la famille, leur maison fut cambriolée, les forçant à passer 2 mois dans un foyer avant d'être relogés dans un petit logement social où vivaient les 8 membres de la famille, la mère et ses 7 enfants. L'alcoolisme d'Anne atteignit un niveau alarmant à cette époque. Elle en vint à garder une bouteille sous son lit pour boire pendant la nuit et tôt le matin. Les services sociaux visitaient régulièrement la famille, mais sans effet substantiel. Robert manquait souvent les cours dans une seule période scolaire. Il fut absent pendant 49 jours sur 140 jours d'école. Quand il n'était pas à l'école, il errait dans les rues ou volait des objets pour aider la famille ou pour avoir ses propres jouets, car la situation financière à la maison était extrêmement précaire. Un incident particulièrement révélateur se produisit quelques semaines avant le meurtre de James. Le petit frère de Robert fut trouvé seul, pleurant, dans le même centre commercial Strand. Quand on l'interrogea, il dit que Robert et un ami, pas Venable, mais un autre garçon l'avaient emmené là-bas et l'avaient délibérément abandonné. John Venables, quant à lui, venait d'une famille apparemment plus stable, mais avec ses propres complications. Il était l'enfant du milieu de 3 frères et sœurs. Tant son frère aîné que sa sœur cadette avaient des difficultés d'apprentissage, recevant une attention spéciale des parents et de l'école. Bien que John n'ait pas de diagnostic officiel, il imitait souvent les comportements de ses frères et sœurs, possiblement pour obtenir l'attention qu'il voyait leur être dispensée. Ses parents, Neil et Suzanne, avaient une relation instable avec des séparations occasionnelles. Neil croyait aux rôles familiaux traditionnels, où il devait travailler tandis que Suzanne s'occupait des enfants, une tâche extrêmement difficile, considérant les besoins spéciaux de 2 des enfants. Quand John n'avait qu'une Anne, le père de Suzanne décéda, entraînant des changements significatifs dans la dynamique familiale. Suzanne déménagea avec les enfants dans la maison de sa mère, tandis que Neil établit une résidence séparée, bien que le couple maintint la relation. À l'école, John présentait des comportements extrêmement perturbants. Il se jetait en avant et en arrière, se cognait la tête contre la table avec force, arrachait des objets des murs, se cachait sous les tables et s'automutilait avec des pierres. Les enseignants rapportèrent qu'il coupait des trous dans ses propres chaussures et plaçait du papier sur son visage. Un épisode particulièrement alarmant se produisit lorsqu'il tenta d'étrangler un autre élève avec un arrosoir, nécessitant 2 enseignants pour le maîtriser. À cause de ce comportement, John fut suspendu de l'école pendant 2 jours, mais sa mère choisit de le garder éloigné pendant 10 semaines entières. Quand il retourna finalement aux études, John avait manqué tant de contenu qu'il fut placé 1 an en arrière dans la même classe que Robert Thompson. La rencontre entre les 2 garçons, tous 2 avec des antécédents problématiques et déplacés de leur classe d'origine, créa une amitié toxique qui culminerait dans le meurtre de James Bulger. Thompson et Venable furent formellement accusés d'enlèvement et de meurtre.
Le procès commença en novembre 1993 au tribunal de la couronne de Preston. En raison de l'énorme couverture médiatique et de la sensibilité de l'affaire, le procès fut transféré hors de Liverpool. Étant mineur, la procédure fut adaptée pour la rendre moins intimidante. Par exemple, les avocats ne portaient pas de perruques et de toges traditionnelles et les sessions étaient plus courtes que la normale. Cependant, les garçons étaient encore jugés dans un tribunal pour adultes, ce qui généra des critiques d'organisations de droits humains. Dans le système juridique britannique de l'époque, on supposait que les enfants entre 10 et 14 ans ne comprenaient pas nécessairement pleinement la différence entre le bien et le mal, un concept connu sous le nom de Dolly Incapax, incapacité de faire le mal. Ainsi, l'accusation devait prouver non seulement qu'ils avaient tué James, mais qu'ils comprenaient que kidnapper un enfant et le battre à mort était fondamentalement mal. Pendant le procès, des preuves troublantes furent présentées, y compris les enregistrements de vidéosurveillance, des témoignages de témoins qui avaient en vue les garçons avec James et des détails de l'autopsie. Des experts en psychiatrie infantile furent appelés pour évaluer si les garçons comprenaient la gravité de leurs actes. Après un procès de 3 semaines, le jury les considéra coupables à l'unanimité, tant d'enlèvement que de meurtre. La sentence, conformément aux standards pour les mineurs condamnés pour meurtre, fut de détention durant le bon plaisir de Sa Majesté, une forme d'emprisonnement à durée indéterminée avec des révisions périodiques. Une décision controversée du tribunal fut de permettre l'identification des garçons. Normalement, les accusés mineurs ont leurs identités protégées au Royaume-Uni. Mais le juge Morland détermina que l'intérêt public justifiait la divulgation des noms et des photographies scolaires de Thompson et Venable. Cette décision eut des implications durables pour les deux, les rendant instantanément reconnaissables dans tout le pays. En même temps, le tribunal ordonna qu'aucun détail sur leur futur en détention ne puisse être révélé. En prononçant la sentence, le juge Morland déclara: « Le meurtre de James Bulger fut un acte de méchanceté impensable et de barbarie. La sentence que Jim pose est de détention pour une durée indéterminée. Il observa également que les garçons devraient mûrir avec la connaissance de ce qu'ils ont fait et pourquoi leurs vies ont été altérées. Le juge établit une période minimale de 8 ans avant que toute libération puisse être envisagée, une décision qui serait ultérieurement modifiée par d'autres autorités judiciaires. Thompson et Venable furent envoyés dans des unités sécurisées séparées destinées aux jeunes délinquants. Ces installations, administrées par des autorités locales, sont drastiquement différentes des prisons conventionnelles. Elles ressemblent davantage à des foyers d'accueil, avec un accent sur le bien-être et la réhabilitation des jeunes, incluant des routines structurées, une éducation régulière et une thérapie psychiatrique. Le régime dans ces unités incluait des horaires réguliers pour se lever, les repas et les activités éducatives. Les jeunes avaient accès à des installations récréatives comme des salles de jeu, la télévision et des activités sportives. Chacun avait sa propre chambre privée, décorée selon ses préférences personnelles. Pendant la journée, ils assistaient à des cours normaux, suivant le programme scolaire national. Les soirs et week-ends, ils participaient à des activités récréatives et recevaient des visites de la famille. Un aspect crucial de leur détention étaient les sessions régulières avec des psychiatres et des psychologues, destinés à aborder les problèmes comportementaux et émotionnels qui avaient contribué au crime. Le coût de maintenir des jeunes dans ces unités était élevé à environ 3000 livres par semaine pour chacun, ce qui généra des critiques de la part de la population qui considérait que Thompson et Venables étaient récompensés, non punis. Cependant, les professionnels qui travaillaient dans ces institutions argumentaient que la vraie punition résidait dans la privation de liberté, non dans les conditions de détention. Leon McEwan, un ancien détenu qui était dans la même unité que Robert Thompson, rapporta ultérieurement que, bien que tout le monde sût qui était Thompson, le sujet était rarement discuté ouvertement parmi les internés. Avec le passage du temps, Thompson et Venables furent graduellement
introduit au programme de mobilité des sorties supervisées de l'unité pour des activités comme des achats ou des événements sportifs. Ces activités, partie standard du processus de réhabilitation, étaient toujours supervisées par au moins un membre du personnel. Quand des nouvelles sur ces sorties arrivèrent à la presse, il y eut une forte réaction publique. Des reportages affirmant que Venables avait été emmené pour assister à des matchs de Manchester United à Old Trafford et que Thompson fréquentait des centres commerciaux à Manchester. Ces révélations mirent en colère beaucoup de gens, spécialement à Liverpool, où le sentiment contre les deux restait intense. Après 8 ans de détention, Thompson et Venables, alors âgés de 18 ans, devinrent éligibles pour la libération conditionnelle. En juin 2001, le Conseil de libération conditionnelle détermina qu'ils ne représentaient plus un danger pour la société et recommanda leur libération. La secrétaire à la justice, Lady Scotland, annonça que tous deux avaient fait des progrès remarquables pendant leur temps en détention et seraient libérés sous des conditions rigoureuses de liberté conditionnelle. Pour les protéger d'éventuelles représailles, il y avait de nombreuses menaces contre leur vie. Ils reçurent de nouvelles identités, des documents légaux et des histoires fictives. La libération généra une forte réaction publique, spécialement à Liverpool. Des programmes de radio, comme celui du présentateur Pete Price, étaient inondés d'appels de personnes indignées, beaucoup défendant que les meurtriers devraient rester en prison pour le reste de leur vie. Les conditions de liberté conditionnelle incluaient l'interdiction de contact entre eux, des restrictions sur l'approche de la famille Bulger ou de Liverpool et une surveillance constante par des agents de probation. Il leur fut également interdit de commettre tout nouveau crime, sous peine de retour immédiat en prison. Le destin des deux après la libération suivit des chemins différents. Robert Thompson, d'après ce qu'on sait publiquement, s'adapta à la vie en liberté sans incident majeur. Les informations sur sa localisation et sa vie actuelle sont rares, protégées par une ordonnance judiciaire permanente qui interdit la divulgation de tout détail qui pourrait mener à son identification. John Venables, d'autre part, continua à avoir des problèmes avec la loi. En mars 2010, il fut à nouveau arrêté, cette fois pour possession d'images d'abus d'enfants. Il purgea 2 ans de prison avant d'être libéré en 2013 avec une nouvelle identité. En novembre 2017, Venables retourna en prison pour des accusations similaires, recevant une sentence de 3 ans et 4 mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire ou des suggestions pour les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour nous. À la prochaine vidéo!